Bonjour à tous, aujourd'hui un chapitre absolument central de votre programme de terminale, les régimes totalitaires. C'est une leçon d'histoire bien sûr, mais vous allez voir, elle est cruciale pour comprendre le monde qui nous entoure aujourd'hui. Alors, la question qui va nous guider tout au long de cette analyse, elle est là, sous vos yeux. C'est vraiment le cœur du problème. Comment est-ce que des régimes qui, par définition, détruisent toute forme de liberté, ont pu non seulement prendre le pouvoir, mais aussi fasciner des sociétés entières? Comment ont-ils réussi à obtenir l'obéissance, voire l'adhésion de millions de gens? C'est ce paradoxe incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Pour répondre à cette question, voilà le plan qu'on va suivre. On commencera par le contexte, super important, une Europe en pleine crise. Ensuite, on se penchera sur le projet totalitaire lui-même, puis on verra leurs méthodes, comment ils ont contrôlé les esprits et gouverné par la terreur. On verra comment tout ça nous mène tout droit à la guerre. Et bien sûr, on terminera avec une partie consacrée à l'essentiel pour le bac. Allez, on y va? Alors, première étape de notre raisonnement, le contexte. Une Europe en crise. C'est simple, pour comprendre comment ces régimes ont pu naître, il faut absolument revenir en arrière, sur les ruines encore fumantes de la Première Guerre mondiale. Imaginez un peu le tableau, un continent entier traumatisé par des millions de morts, des économies à genoux et une instabilité politique totale. C'est vraiment dans ce chaos que les totalitarismes vont planter leurs racines. Regardez bien cette frise. La vitesse à laquelle tout s'enchaîne est effrayante. En à peine une décennie, le visage de l'Europe change radicalement. 1922, Mussolini arrive au pouvoir en Italie. 1924, Staline commence à consolider son pouvoir en URSS après la mort de Lénine. Et là, le coup de massue. La crise de 1929. Elle dévaste le monde et fragilise à l'extrême les démocraties. C'est ce contexte qui va permettre à Hitler, en 1933, d'être nommé chancelier, tout à fait légalement. L'engrenage est lancé et ça va très très vite. Bien, on passe à notre deuxième partie. C'est un point crucial à comprendre. Ces régimes, ils ne veulent pas simplement prendre le pouvoir pour gouverner. Non, non. Leur projet est beaucoup plus fou, beaucoup plus radical. Ils veulent faire table rase du passé, détruire la société telle qu'elle existe pour en bâtir une totalement nouvelle. Et au cœur de ce projet, il y a cette idée, forger un homme nouveau. Ce tableau comparatif, il est super utile. Il nous montre bien les points communs, à chaque fois un chef charismatique, un parti unique qui contrôle tout, mais attention, il faut surtout pas s'arrêter là. Le plus important, c'est de voir les différences fondamentales dans leurs idéologies. Chez Staline, en URSS, le moteur, c'est la lutte des classes. Le but, c'est la société sans classe. Pour Mussolini en Italie, c'est le culte de l'État. Tout pour l'État, rien en dehors de l'État. Et enfin, pour Hitler et le nazisme, le cœur du projet, c'est complètement autre chose. C'est une vision raciale du monde, avec l'idée d'une race aryenne supérieure qui doit dominer. Et cette citation tirée de Mein Kampf, elle est glaçante, mais elle est essentielle pour comprendre la nature unique du nazisme. Lisez bien, ce n'est pas l'État qui fait naître un certain niveau de culture. Il ne peut que conserver la race. En clair, pour Hitler, la politique, la culture, l'histoire, tout ça est secondaire. Ce qui compte avant tout, c'est la biologie, la race. L'État n'est qu'un instrument pour protéger et étendre cette race. C'est cette vision du monde qui va servir de justification à tout le reste. L'antisémitisme, la quête de l'espace vital et finalement la Shoah. On en arrive à notre troisième point. Maintenant qu'on a vu leur projet, la question c'est comment ils font pour l'imposer à toute une société? Eh bien, par le contrôle total des esprits. On parle ici d'un véritable embrigadement. L'objectif c'est simple, anéantir toute pensée personnelle, toute critique, pour que tout le monde pense et agisse selon l'idéologie du parti. Et ça commence dès l'enfance. Et pour y arriver, ils déploient un arsenal de propagande absolument massif. Pensez-y, la radio qui entre dans tous les foyers, le cinéma qui met en scène la gloire du régime, les affiches qui tapissent les murs des villes, tout, absolument tout est utilisé pour marteler le même message, encore et encore. Les défilés gigantesques, les parades militaires, tout ça, c'est pas juste du spectacle. Ça sert à impressionner, à créer un sentiment d'unité et de puissance avec un culte du chef omniprésent. Le but ultime, c'est de saturer l'espace public pour qu'il n'y ait plus de place pour une autre vérité que celle du régime. Et tout cet effort de propagande, il converge vers un seul et même objectif, celui dont on a déjà parlé, forger l'homme nouveau. C'est vraiment ça l'ambition suprême du totalitarisme. Il ne s'agit pas juste de faire obéir les gens, il s'agit de les transformer de l'intérieur, de créer le parfait petit communiste, le parfait fasciste, le parfait nazi, un individu entièrement dévoué au parti, à l'idéologie, et qui a intériorisé les valeurs du régime. Et pour que ce modelage soit efficace, il faut commencer le plus tôt possible. C'est pour ça que chaque régime va créer ses propres organisations de jeunesse obligatoires. On a les Komsomol en URSS, l'œuvre nationale Balinja en Italie, et bien sûr, les plus connus, les jeunesses hitlériennes en Allemagne.
À travers l'école, les activités sportives, les camps de vacances, on prend en charge les enfants et les adolescents du matin au soir pour les couper de l'influence de leur famille et en faire les parfaits serviteurs du régime. On aborde maintenant la face la plus sombre de ces régimes, la quatrième partie. Parce que quand la persuasion et la propagande ne suffisent pas, il y a l'autre pilier du totalitarisme, la terreur. C'est l'outil ultime pour éliminer toute forme d'opposition, qu'elle soit réelle, potentielle ou même complètement imaginaire. Regardez ce chiffre, laissez-le résonner un instant. Près de 700 000 exécutions en URSS, en à peine un an, entre 1937 et 1938, pendant ce qu'on a appelé la Grande Terreur stalinienne. C'est un chiffre qui donne le vertige. Et il faut bien comprendre que cette violence n'est pas une réponse à une opposition réelle. C'est une terreur préventive, massive, arbitraire. N'importe qui peut être une victime. Le but, c'est de créer une peur si profonde que personne n'ose même plus penser à désobéir. Et l'instrument de cette terreur d'État, c'est bien sûr la police politique. Ce sont des noms que vous connaissez. La Gestapo pour l'Allemagne nazie, le NKVD pour l'URSS stalinienne. Ce sont les bras armés du régime, chargés de surveiller absolument tout le monde, de traquer les ennemis désignés par le pouvoir et de mettre en œuvre la répression à grande échelle, des arrestations arbitraires jusqu'aux exécutions de masse. Mais derrière les grands concepts et les chiffres terrifiants, il y a des destins humains, des vies brisées. Ce témoignage est particulièrement poignant. Il date d'après la Nuit de cristal en Allemagne en 1938. Herta Natorf parle de son mari qui revient d'un camp de concentration. Elle dit « Je vois seulement ses mains bleuies par les engelures, calleuses, écorchées, c'est tout. Juste ses mains. » Mais dans ce simple détail, on ressent toute la brutalité, toute la déshumanisation infligée aux victimes de cette terreur. On arrive à la 5e partie, et il faut bien voir que cette violence, elle ne reste pas confinée à l'intérieur des frontières. L'idéologie de ces régimes, et en particulier l'obsession nazie pour la conquête d'un espace vital à l'Est, va logiquement les pousser à l'expansion, et ça va faire exploser le peu de stabilité qui restait en Europe. Cette chronologie montre bien l'escalade, une véritable marche à la guerre. Chaque étape est un coup de force d'Hitler. 1936, il remilitarise la Rhénanie, en violation totale du traité de Versailles. Les démocraties ne disent rien. Ensuite, l'Allemagne et l'Italie testent leur matériel militaire en Espagne. 1938, c'est l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche. Puis vient la conférence de Munich. La France et l'Angleterre croient acheter la paix en laissant Hitler prendre une partie de la Tchécoslovaquie. Grosse erreur. Chaque concession ne fait que renforcer sa conviction qu'il peut tout se permettre. Et l'inéluctable arrive. Le 1er septembre 1939, il envahit la Pologne, et c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Allez, on attaque la dernière partie, sans doute celle qui vous intéresse le plus en ce moment, l'essentiel pour le bac. Maintenant qu'on a vu l'histoire, on va se concentrer sur les outils, les notions et les méthodes dont vous aurez besoin pour cartonner le jour de l'épreuve. Premier point, la notion centrale, celle qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts, le totalitarisme. Alors c'est quoi ? C'est un régime politique avec un parti unique qui n'accepte aucune opposition et qui veut le contrôle total de la société. Retenez bien les piliers, une idéologie officielle qui explique tout, le culte d'un chef et le contrôle de la population par deux moyens. La propagande d'un côté, la terreur de l'autre. L'objectif est de faire disparaître la séparation entre ce qui est public et ce qui est privé. L'État veut être partout. Ensuite, un petit rappel de méthode pour l'étude critique de documents. C'est un exercice classique. Il y a 4 étapes à ne jamais oublier. 1. On présente le document. Nature, auteur, date, contexte. C'est la base. 2. On analyse ce que le document dit. On en extrait les informations. 3. Et c'est là que vous faites la différence, on le critique. On s'interroge sur le point de vue de l'auteur, ses intentions. Est-ce un document de propagande ? Et 4. On le confronte avec ce qu'on sait grâce au cours pour en montrer l'intérêt, mais aussi les limites. Et pour terminer cette partie méthode, voici les pièges classiques à éviter absolument. Le premier, le plus courant, confondre régime autoritaire et régime totalitaire. C'est pas la même chose. Un régime autoritaire veut le silence, l'obéissance. Un régime totalitaire, lui, il veut l'adhésion. Il veut contrôler vos pensées. Deuxième piège, tout mettre dans le même sac. Non, le stalinisme, le fascisme et le nazisme ont des spécificités, notamment le projet racial qui est au cœur du nazisme uniquement. Troisièmement, éviter les jugements de valeur. On est là pour analyser, pour comprendre, pas pour juger. Et enfin, n'oubliez jamais de lier la montée de ces régimes au contexte de la crise d'après-guerre. Voilà, on termine sur cette question. Une question qui dépasse largement le cadre du cours d'histoire. Se pencher sur les années 30, ce n'est pas juste regarder le passé, c'est aussi s'interroger sur aujourd'hui. Quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer pour protéger nos propres libertés ? Comment une société peut-elle basculer ?
Ça nous rappelle que la démocratie, la liberté, ce ne sont jamais des acquis définitifs. C'est une réflexion qui, je pense, est plus pertinente que jamais. Merci de m'avoir suivi.